Voilà, eh bien, c'est avec cet hymne national chinois que nous ouvrons cette vidéo. Bien à propos, c'est la marche des combattants, l'hymne patriotique, évidemment, de la République populaire de Chine, hein. Vous avez vu, avec, toujours, comme toujours dans les hymnes patriotiques, un ennemi commun, un danger que l'on doit dépasser, et la protection de notre grand pays. Deux fois, la muraille de Chine revient. C'est comme une métaphore, en fait, à la protection de ce pays-là. Nous pourrons reconstruire de nouvelles murailles. Alors nous verrons si ces murailles sont compatibles avec la mondialisation et compatibles aussi avec le rêve chinois qui est d'être la première puissance mondiale en 2049, donc au centième anniversaire de la prise de pouvoir par Mao en Chine et donc de la prise de pouvoir des communistes en Chine en 1949. Alors, nous allons donc répondre à ce quiz qui était sur la guerre économique chino-japonaise en particulier, mais aussi sur la guerre économique dans la mondialisation en général et sur le fonctionnement de cette mondialisation économique, comme vous le savez. Alors, je vais commencer à répondre avec vous. Alors, peut-être que les questions, évidemment, ne sont pas dans l'ordre que vous les avez eues. Alors, question numéro 1. Comment les pays émergents se défendent-ils dans cette économie mondialisée? Alors, une seule réponse est possible. Donc, les pays émergents ont fondé une nouvelle banque de développement. Oui. On peut dire ça. Ils ont un rôle plus important au sein de l'OMC. Pas vraiment, ils ont le même rôle, hein, et chaque pays a une voix normalement, hein. Ils sont majoritaires au Conseil de sécurité de l'ONU, évidemment que non. Ils développent des circuits courts de production consommateur et beaucoup moins. Et ils développent des lois protectionnistes, non pas du tout. Donc, c'est-il fondé une nouvelle banque de développement. Validé. Quel est le contraire du libre-échange? Eh bien, c'est le protectionnisme, avec deux L, c'est mieux. Donc, je le mets, protectionnisme, validé. Quelle loi internationale garantit le contrôle des échanges internationaux de déchets dangereux? Alors, les accords de Paris, les accords de Bâle, de Genève, d'Oslo ou le libre-échange de l'OMC. C'est les accords de Bâle en Suisse. Bâle est une région très industrielle. Et évidemment, les déchets résultant de ces industries, alors la chimie, beaucoup, hein, Bâle, c'est la capitale de la pharmacie en Suisse, hein. Donc, tous les produits chimiques faits pour ces médicaments viennent de là. Et donc, il y a eu déjà une prise de conscience des Suisses et puis de la communauté internationale de la gestion de ces déchets dangereux. Alors voilà, donc c'est la convention de Bâle. Quel pays a une balance commerciale excédentaire avec les États-Unis? Alors il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, oui. Mais bien sûr, le principal, et qu'on a vu ensemble, c'est la Chine. Donc il fallait mettre Chine comme cela. Voilà. Je valide. L'AQUOM, c'est-à-dire l'ex-ALENA, favorise-t-elle la balance commerciale canadienne, les échanges de biens entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, les échanges économiques entre les pays d'Asie, les échanges économiques entre les pays d'Amérique du Sud ou la circulation des personnes? Alors évidemment, comme vous le savez, Donald Trump, mais dès George Bush senior, donc dès les années 2000, il y avait ce projet de construction d'un mur entier sur la frontière du Canada, entre les États-Unis et le Mexique. Et elle a été en partie faite et Donald Trump a continué de financer ce mur-là. Donc évidemment, la circulation des personnes, elle n'est pas vraiment favorisée par l'ALENA. L'ALENA, c'est l'association de libre-échange nord-américain. Donc évidemment, il ne concerne pas géographiquement les pays d'Asie et encore moins les pays d'Amérique du Sud, puisque c'est l'Amérique du Nord. Donc le seul, c'est évidemment les échanges de biens entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Pas la balance commerciale canadienne non plus, parce qu'elle est déficitaire, puisque les Américains ont pu exporter beaucoup de produits grâce à l'ALENA au Canada. Parmi ces propositions, citez celles qui vous paraissent exactes. Donc, plusieurs réponses possibles. Donc, il fallait lire et les relire. Depuis 2013, la Chine a réduit ses exportations de déchets électroniques. Bon. L'Afrique est un des continents importateurs de déchets électroniques. Le PIB chinois augmente plus rapidement que celui des États-Unis. Les pays en voie de développement sont officiellement favorisés dans l'OMC. Il y a une faute, hein, bref. La plupart des déchets électroniques sont recyclés sur place. Alors, on va prendre un par un. En 2013, non, la Chine a réduit ses exportations de déchets électroniques. Non, c'est
C'est le contraire, elle a continué à en développer. L'Afrique est un des continents importateurs de déchets électroniques. Et oui, il y a un dossier dans votre livre sur les quartiers entiers qui sont dédiés à cette économie du recyclage des déchets électroniques avec tous les dangers sur l'environnement, sur la santé des personnes qui sont importants. Le PIB chinois augmente plus rapidement que celui des États-Unis. Bah oui, si on prend en 2020, évidemment, le seul pays dans le monde qui a un PIB, un seul grand pays, parce qu'il y a des petits pays qu'on n'a pas regardé, mais le PIB chinois, c'est le seul qui est positif. Donc évidemment, le PIB augmente plus rapidement que celui des États-Unis. Et puis, les pays en voie de développement sont officiellement favorisés dans l'OMC. Non, pas du tout. Donc, la plupart des déchets électroniques qui sont recyclés sur place, hélas non. C'est pour ça qu'il y a de grands courants d'échange de déchets des pays du Nord, surtout, ou des pays émergents, qui produisent beaucoup, comme la Chine, vers les produits du Sud. Quel élément permet de protéger les productions locales dans la liste suivante? Alors, les accords commerciaux bilatéraux, l'ORD, les indications géographiques de production, l'OMC ou les GAFAM. Alors, là, c'était facile, puisque les autres favorisent plutôt le libre-échange, c'est-à-dire l'échange de produits entre les pays, et non pas les productions locales à l'intérieur d'un pays ou même à l'intérieur d'une région d'un pays. Donc, évidemment, il fallait mettre les indications géographiques de production, les AOC, par exemple, appellations d'origine contrôlée, ou les AOP, les appellations d'origine protégée. Ce sont des labels qui garantissent la provenance géographique de ce que vous mangez, notamment, ou ce que vous buvez, pour le France. En quoi les ONG participent-elles à une mondialisation équilibrée? Alors, elles incitent à signer des chartes qui garantissent des conditions de travail acceptables. Elles favorisent le communisme. Elles incitent au circuit court. Elles favorisent le protectionnisme. Elles limitent la circulation des déchets entre les pays du Nord et du pays du Sud. Alors, les ONG qui participent à une mondialisation équilibrée, eh bien, s'il n'y a qu'une seule réponse, c'est plutôt la première, c'est-à-dire qu'elle incite à signer des chartes qui garantissent des conditions de travail acceptables, donc qui permettent de redistribuer en fait les gains de production vers les pays où justement les coûts de production sont les plus faibles, et donc de rééquilibrer la création de richesses par cette mondialisation-là, qui est évidemment assez accaparée par les pays du Nord et certains pays émergents, mais dont la majorité des pays du Sud ne vaut pas vraiment la couleur pour l'instant. Donc, la première réponse. Question 9. Quelles sont parmi ces propositions celles, donc au pluriel, qui permettent à la Chine de ne pas respecter les règles du libre-échange international? Déjà, la faiblesse de sa monnaie, le yuan, vous vous rappelez, sa monnaie est beaucoup plus faible que son économie. Ça, déjà, il y a un petit souci, mais ça, c'est parce que c'est l'État qui met sa main dans la régulation du coût de la monnaie, en fait, de la valeur de cette monnaie-là, et qui la baisse artificiellement pour justement pouvoir vendre pas cher leurs produits. Le problème, évidemment, c'est qu'ils ne peuvent pas, évidemment, importer de produits, ils ne peuvent pas acheter de l'extérieur, enfin, très peu, parce que leur monnaie est très faible, et donc ça coûte très cher les produits qui ne sont pas fabriqués en Chine. Leur siège au Conseil de sécurité de l'ONU, non, parce que c'est plutôt pour la guerre, voilà, donc non. La faiblesse des exportations, non, c'est plutôt l'importance des exportations. C'est le pays atelier du monde. Donc, c'est le pays qui produit le plus et c'est sûrement le pays, aujourd'hui, au moins cette année, qui a le plus exporté en quantité vers l'extérieur. Donc, évidemment, c'est le contraire. Elle a des exportations très fortes. Les règles en matière d'environnement dans les entreprises chinoises, vous les connaissez, elles sont proches de zéro, ces règles-là, même s'il y a des ONG, même si la communauté internationale essaye de faire des règles et obliger à signer la Chine, ces règles ne sont pas forcément respectées à l'intérieur de la Chine et on n'a pas vraiment le pouvoir de savoir si elles sont respectées. Et puis, le faible coût de la main-d'œuvre, oui, évidemment, un ouvrier chinois coûte beaucoup moins cher que la majorité des ouvriers dans les pays développés. Parmi ces propositions, lesquelles sont exactes? Alors, plusieurs réponses possibles. Chaque pays a le même poids dans l'OMC. Et oui, voilà, ça c'est même si évidemment il y a des pressions à l'extérieur, mais dans les lois de l'OMC,
Chaque pays a le même poids. Les délocalisations en Chine augmentent le nombre d'emplois aux États-Unis. Eh ben, alors, ça, voilà, ça, c'est une question qui est très en débat, mais c'est vrai qu'elle augmente le nombre d'emplois. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle crée les mêmes emplois qu'elle a fait perdre aux États-Unis, mais elle crée d'autres emplois. Et donc, le défi des États-Unis, s'ils veulent avoir le plein d'emploi, c'est de former ces personnes qui travaillent dans les usines qui ont été délocalisées en Chine, les usines de production de voitures, de production d'avions, de production de téléphones portables ou d'objets électroniques. Eh bien, ces personnes-là se retrouvent au chômage, évidemment, puisque leurs usines ferment pour aller en Chine. Mais donc, il faut les former pour d'autres emplois, les emplois de commerce, de distribution, de logistique dans le transport, par exemple, qui là créent beaucoup d'emplois pour justement faire venir, pour transporter tous ces biens qui sont produits en Chine et qui doivent venir sur le marché américain pour les consommateurs américains. Et oui, donc c'est un peu paradoxal, mais c'est ça. Le PIB des États-Unis sera positif en 2020, et non, hélas pour Donald Trump, pour son bilan, et hélas aussi pour Joe Biden, qui commence un mandat avec des problèmes économiques très importants. Et ce sera son défi, je pense, de redresser l'économie de son pays. Le déficit commercial des États-Unis envers la Chine s'est accru depuis le début du mandat de Donald Trump. Et oui, même si les discours, méfiez-vous des discours, toujours vous le savez, hein, on ne voit que les actes, même si les discours de Donald Trump étaient évidemment « nous allons arrêter d'être dépendants des produits chinois », eh bien, dans les faits, ce déficit commercial s'est accéléré. On a importé encore plus de produits chinois vers les États-Unis qu'avant le début du mandat de Donald Trump, donc en janvier 2017. La Chine importe des produits manufacturés de faible qualité. Non, on peut dire non, donc je mets les 3. D'accord. Ou alors, non, je mets sur ça aussi, évidemment, puisque de plus en plus, la Chine, produit des produits manufacturés de meilleure qualité. Donc, la faible qualité, elle le délocalise aussi vers d'autres pays autour d'elle, le Vietnam, le Cambodge, la Corée du Nord, par exemple, qui sont les nouveaux petits pays émergents, qui devraient être qui sont les ateliers en fait de la Chine, parce que le coût de la main-d'œuvre est encore moins cher et que ces produits de faible qualité, il y a très peu de marge bénéficiaire. Donc, la Chine préfère se concentrer sur des produits où elle peut gagner beaucoup de marge dans la vente de ces produits fabriqués en Chine. Voilà, merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, je ne sais pas si, en tout cas, elle a répondu à vos questions. Nous reprendrons évidemment les cours dans la semaine prochaine. Merci à tous et à bientôt.